Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de dtrace, dtrace, je vais le dire de plein de façons différentes pendant la présentation. Donc petite présentation, moi je m'appelle Éloi Benoît Van Herbeeken, je travaille à Synactive, j'ai essayé de vous dire des choses que mes collègues ne vous ont pas déjà dit sur la boîte. Donc on a 4 différents pôles, Pentest, Reverse, développement et depuis relativement peu réponse à incident. On est sponsor de la stack depuis peut-être pas la première année, mais depuis un moment maintenant. Me concernant, je suis l'un des technical leads de l'équipe de Reverse. On est 30 dans l'équipe et on se concentre sur tout ce qui est bas niveau. Donc ça va être recherche de vulnérabilité, exploitation, du dev d'outils low level, du fuzzing, tout ça. En gros, dès qu'il y a du soft dedans, on l'attaque, que ce soit très bas niveau comme une boot ROM, comme un peu plus haut niveau comme des browsers, comme vous l'avez vu, des kernels, enfin bref, tout ça on tape dedans et normalement, généralement à la fin on a un shell. On recrute, comme bien sûr, et détail important, je suis à Bordeaux depuis début décembre. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un pôle bordelais à Synactive. On a besoin de quoi 2-3 personnes pour monter ça. Donc si vous voulez m'aider à monter le pôle bordelais de Synactive, n'hésitez pas à venir me parler ce midi, ce soir, n'importe quand. Je suis disponible. Bon, parlons maintenant un peu de ce pourquoi vous êtes venus, des traces. Des traces, c'est assez vieux, hein, ça a été créé en 2003 d'abord par Sun Microsystems pour Solaris. Et depuis, ça a été intégré dans plein de systèmes d'exploitation, ce qui montre que c'était pas une si mauvaise idée que ça. Donc macOS d'abord, ensuite Linux, FreeBSD, NetBSD, blablabla. Et depuis relativement récemment dans Windows, depuis 2019. Ça a été créé au départ pour débugger des problèmes en prod, donc pas sur des kernels de debug, vraiment sur des serveurs en prod, sur des machines, des workstations, donc sans configuration spéciale du kernel ou des binaires. Dynamiquement, donc le principe c'est que pour utiliser des traces, vous n'avez pas besoin de tout recompiler ni de faire des choses particulières. Et en user et kernel land. Donc c'est vraiment powerful. Là. Donc là, je vous ai mis des petites quotes. C'est la description de Dtrace par l'un de ses créateurs. En gros, Dtrace, ça vous permet de vous poser à peu près n'importe quelle question au système sur ce qu'il est en train de faire et de récupérer des réponses de manière efficace et rapide. Une autre description qui est donnée sur le site de Dtrace, c'est que voilà, Dtrace, c'est un magicien qui fait apparaître des arcs-en-ciel et des licornes, et il fait ça de manière safe sur les systèmes en prod. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement Dtrace ? Dtrace, ça exécute du code, donc c'est un code qui est dans un langage spécifique, le D. C'est pas le meilleur langage au monde, ça ressemble un peu au C, sauf que vous n'avez pas de boucle ni de branche. Alors vous avez des expressions ternaires qui permettent de faire un peu de choses conditionnelles, mais c'est pas non plus capable de faire des expressions très très complexes en D, quoi. Dans votre programme D, ce que vous pouvez faire, c'est voir l'état du programme ou du kernel, exécuter des actions, par exemple faire un sleep ou aller lire la mémoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez lancer un panic pour attacher un debugger kernel. Enfin, vous pouvez faire pas mal d'actions différentes. Et vous pouvez utiliser des variables et des agrégats. Alors, on reviendra sur les agrégats, c'est des choses qui sont très pratiques quand on veut débugger les problèmes de perf. Et ce code, quand est-ce qu'il est exécuté ? Il est exécuté quand il y a des probes qui sont atteintes. Qu'est-ce que c'est des probes ? C'est tout simplement des hooks, des hooks, comment on dit ça en français, des hooks, des crochets, des intercepteurs qui sont mis à disposition par des providers.
Les providers, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a d'ailleurs beaucoup de différents, on le verra un peu plus tard. Et le principe, c'est que quand il y a une probe qui est atteinte, vous exécutez du D arbitraire. Et vous pouvez aussi conditionner l'exécution de ce code D par des prédicats. Donc votre code D ne sera exécuté que si le prédicat match. Et vous pouvez utiliser, mettre plusieurs codes D sur la même probe avec des prédicats différents, ce qui vous file un peu la même chose que si vous aviez des branches, mais même si c'est un peu moins pratique à utiliser. Donc là, je vous ai mis une liste de providers. Je ne vais peut-être pas tous les détailler les uns à la suite des autres, mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Vous pouvez des providers qui s'intéressent à targeter des process en particulier. Vous avez des providers qui permettent de récupérer d'exécuter du code des traces de manière périodique. Donc c'est pareil, encore une fois, pratique pour récupérer des informations sur la performance, parce que vous pouvez, toutes les 1000 fois par seconde, prendre un snapshot du système, voir quel processus est en train de tourner, dans quel état est le système, etc. etc. Donc ça, c'est des choses plutôt bas niveau. Hein. Vous avez aussi FBT, qui permet de mettre des hooks dynamiques dans le kernel. Donc pareil, ça c'est assez bas niveau. Et de l'autre côté du spectre, vous avez des providers qui sont mis à disposition dans des bibliothèques dans le userland et qui vont permettre de récupérer de l'information dynamiquement sur des processus userland. Typiquement, il y a Python qui, par défaut, a des probes des traces qui vont permettre de savoir que, tiens, telle fonction est en train de s'exécuter, cette fonction elle est dans tel fichier Python, à telle ligne. Donc vraiment des informations, pour le coup, beaucoup plus haut niveau que des hooks dans le kernel. De la même façon, vous avez macOS qui va vous filer des infos sur le runtime Objective-C. Vous allez avoir des infos du scheduler. Enfin, bref, beaucoup d'informations qui sont accessibles via des traces. Alors, maintenant, que font les gens avec des traces généralement? Des traces, c'est beaucoup utilisé pour débugger les problèmes de performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour débugger la plupart des autres problèmes, il y a des outils qui sont un peu plus pratiques. Typiquement, quand vous êtes un développeur, que vous avez un bug dans votre code, vous utilisez la version de debug de votre programme qui a plus d'asserts, qui a des symboles sur lesquels vous avez votre debugger qui est attaché. C'est beaucoup plus pratique à utiliser, beaucoup plus cohérent avec le workflow d'un développeur. Mais par contre, quand vous avez des problèmes en prod, vous avez un bug qui se passe que en production et que vous n'avez pas de symbole, vous n'avez pas votre debugger attaché, vous vous retrouvez à utiliser des traces parce que c'est en gros que ce qui vous reste. Et typiquement, les problèmes de performance, dès qu'on utilise un build de debug, on ne va pas avoir des mesures qui sont fiables parce que forcément, c'est la version de debug, donc il y a plus de checks qui sont faits, etc. etc. C'est pour ça que des traces est beaucoup utilisé pour débugger les problèmes de performance. Ça, plus le fait que le phénomène d'agrégation rend ça vraiment très, très simple. On verra ça par la suite. Le truc, c'est que des traces, c'est vraiment un framework qui est très puissant et qui peut être utilisé pour beaucoup plus de choses, je pense, que ce qu'il est utilisé aujourd'hui. Et notamment, c'est pratique pour faire du reverse. Pour faire plus que de l'exploitation, c'est plus de l'aide à l'exploitation, pour pouvoir vérifier dans quel état est votre système, quelles sont les allocs qui sont faites à quel moment, est-ce que vous êtes vraiment capable de passer par ce code pass, est-ce que vous ne pouvez pas ralentir un petit peu ce petit bout de code pour vérifier que cette race condition que vous pensez être triggerable l'est vraiment, ou au moins existe vraiment, parce qu'en mettant des slips, c'est beaucoup plus simple de trigger des races. Désolé pour ce franglais. Et ça peut même être utilisé pour faire du threat hunting, étant donné que des traces vous permettent d'avoir une vue sur tout ce qui se passe sur votre système. C'est compliqué, même pour un rootkit, de se cacher, ou de cacher des processus à des traces, ou de cacher des fichiers à des traces, parce que vous pouvez peut-être le cacher, vous pouvez peut-être intercepter quelques syscalls pour cacher la manipulation d'un fichier, mais au bout d'un moment, le fichier, il faut qu'il soit traité par le kernel. Et vu que vous pouvez instrumenter tout le kernel, vous pouvez assez facilement détecter des processus qui ne seraient pas détectables depuis un outil userland normal, quoi.
Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire ça de manière safe, parce que des traces, c'est un outil qui a été construit pour ça, quoi. C'est pas un truc un peu bancal qui risque de faire cracher les machines sur lesquelles vous le lancez, comme certains détecteurs de rootkit. Bon, la suite de cette présentation, elle va être concentrée sur macOS, parce que en fait, c'est l'OS sur lequel j'ai beaucoup utilisé des traces. Je précise ça parce que ça a son importance, mais normalement tout ce qui est relatif aux fonctionnalités de Detrace devrait être applicable à la plupart des systèmes sur lesquels il est disponible. Enfin, c'est le principe en même temps. Mais sachez que bon, voilà, la suite de cette présentation va être surtout concentrée sur macOS. Donc, je vous ai mis quelques exemples. C'est la partie un peu catalogue de la présentation qui risque d'être un peu trop catalogue, mais bon, en même temps, il y a tellement de choses qui sont possibles avec des traces qu'on va être un peu obligé de passer par là. Donc là, je vous ai mis un tout petit exemple de prop des traces. Tout en haut, hop, non, c'est pas ça du tout. Ça, voilà. On lance des traces en route, parce qu'il n'y a que route qui peut lancer des traces. On utilise le provider proc, donc qui va permettre de manipuler des processus. On spécifie qu'on veut être intéressé quand il y a on veut avoir du code D qui est exécuté à chaque exécution d'un nouveau processus. Et en dessous, on a le code D là, qui va printer le nom du programme qui exécute un autre programme et le nom du programme qui est exécuté. Et parce qu'on a envie, on va mettre la stack trace du programme qui est en train de faire cette action d'exécuter un autre programme. Donc vous voyez, c'est vraiment en 3 lignes. Et grâce à ça, on va avoir directement toute la liste en temps réel des processus qui sont exécutés et par quel autre processus. C'est un petit exemple tout simple, mais là, vous voyez que vous allez avoir, dans la stack trace, vous allez avoir les différents symboles qui ont été retrouvés quand c'était possible. Et ce, de manière tout à fait automatique, quoi. C'est vraiment rapide de faire quelque chose d'utile avec des traces. Là, je vous ai mis un deuxième petit exemple. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on utilise pareil, on utilise cette fois-ci le provider PID qui permet d'instrumenter des processus arbitraires. Là, on lui passe en collé à PID, on met le numéro du PID qu'on target. Ici, on voit qu'on target PID1. Donc sur macOS, c'est assez important parce que PID1, c'est le tout premier processus à être exécuté, c'est LaunchD. C'est un processus qui est particulièrement privilégié et qui est particulièrement sensible au point que sur macOS, vous ne pouvez pas attacher de GDB sur LaunchD. C'est impossible, c'est bloqué par le kernel. Mais vous pouvez utiliser des traces quand même pour inspecter ce qui se passe dedans. Donc ça veut dire que des traces, c'est vraiment a plus finalement de capacité à voir ce qui se passe sur le système qu'un débugger standard. Et là, on voit que, un peu comme on utiliserait Frida par exemple, on est capable de mettre un hook sur libsystem malloc à l'entry point de la fonction, et on va dumper la taille de l'allocation qui est faite, et encore une fois, la stack trace au moment de l'allocation. Et on voit qu'en pareil, en 3 lignes, on a réussi à avoir de l'info sur ce qui est fait par un processus sur lequel normalement on ne peut même pas attacher de debugger, quoi. Et on a tout qui est symbolisé directement. Un petit exemple un peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus, hein. Là, je vous ai rajouté juste un petit prédicat pour que vous voyez ce qui est possible de faire. Ici, on utilise une variable de D qui permet de stocker des infos qui sont thread spécifiques, donc, et qui peuvent être réutilisées dans un prédicat et affichées dans un code D d'une autre routine D. Là, l'intérêt, c'est qu'on va écrire le retour de malloc que si la taille demandée était supérieure à 1024. Donc c'est juste pour vous voyez un peu ce système de prédicat. Et si vous avez l'œil averti, vous verrez que là, j'essaye de retourner la arg1, ça correspond à la valeur de retour de malloc. Et un œil averti verra que ici, ça ne ressemble pas du tout à une adresse de heap, pas plus qu'au-dessus d'ailleurs. Et il y a peut-être un petit problème avec des traces. On reviendra dessus par la suite.
Encore un petit exemple, mais cette fois-ci pour vous montrer ce qui est possible de faire plus pour gérer des problèmes de perf et traiter des grosses quantités de données avec des traces. Ici, on utilise un agrégat. C'est la variable size qui est précédée par une petite arrobase. Là. Ça permet de compter dans tous les appels à malloc. On récupère le premier argument et ça va générer un tableau comme ça qui va vous donner la répartition des allocations qui sont faites par LaunchD, donc qui sont mis par puissance de 2. Comme ça, on peut voir en une ligne de détrace, on voit que la plupart des allocs qui sont faites par LaunchD, elles sont entre 16 et 64. Et ça vous permet d'avoir très facilement beaucoup d'infos qui est résumé en quelques lignes. Si vous aviez dû faire la même chose, par exemple, avec Frida, ça vous aurait demandé beaucoup plus de lignes que ça, quoi. Là, c'est à peu près la même chose, c'est un agrégat, sauf que ça vous met beaucoup plus d'infos dans l'agrégat. Et ça vous permet aussi de mettre en relation des stack traces avec des événements. Et là, on voit qu'on utilise le provider profile qui va permettre de déclencher l'exécution du code des traces suivant une fréquence qui est passée en paramètre. Donc là, on va exécuter ça 1001 fois par seconde. Et on va récupérer la stack trace du programme, et seulement si c'est Xcode. Et on va mettre ça dans un agrégat qui va être affiché à la fin de l'exécution du script des traces. Et à la fin, vous allez avoir très très facilement dans quel état est le plus souvent Xcode quand il est exécuté et qu'est-ce qu'il était en train d'exécuter à ce moment-là. Donc typiquement, si vous aviez l'impression que Xcode se traînait un peu la patte, vous lancez ces 3 lignes de code et vous allez savoir dans quel stack trace il passe le plus de son temps. Parce qu'après, c'est trié par ordre de hit. Par exemple, on voit que là, il n'y a pas de problème particulier parce que Xcode, il passe la plupart de son temps à attendre du boulot à faire, parce qu'il est dans une work queue à attendre du boulot à faire. Bon, dernier petit exemple, je crois. Enfin, j'espère, ça commence à... Je vous ai prévenu, on se fait un peu catalogue. Cette fois-ci, on voit que c'est sur une prod sur Python. Donc là, on prend tous les interpréteurs Python qui sont en train de tourner et on capture l'événement des traces quand il y a une fonction dans laquelle on rentre, et on va afficher le chemin du fichier dans lequel se trouve cette fonction, ainsi que la ligne à laquelle elle est. Et vous voyez que avec des traces en 3 lignes, pareil, encore une fois, on va voir toutes les fonctions Python qui sont exécutées avec le numéro de ligne à laquelle est la fonction. Et pareil, en 3 lignes, vous avez cette information directe qui est accessible. Bon, c'est fini. Plus de code D pour le moment. Maintenant, comment ça marche des traces concrètement? Je ne sais pas pourquoi j'ai posé ça alors que j'en ai besoin. Comment ça fonctionne des traces? Comme je vous l'ai dit, la plupart des choses qui sont faites par des traces sont faites en kernel. Vraiment, tout le gros du boulot est fait en kernel. Tout ce qui va être gestion des différents providers, gestion des différentes probes, évaluation du code D, tout ça c'est fait en kernel. Donc oui, il y a une VM D qui est dans le kernel et qui va faire l'interprétation du bytecode D en kernel. Bon, c'est pas plus choquant que BPF, mais c'est quand même à souligner. Et c'est lui aussi qui va mettre tous les hooks dans les différents processus. Il y a quand même des choses qui sont gérées dans le userland, notamment tout ce qui est le parsing des symboles, c'est fait en userland, enfin au moins en partie. Et tout ce qui est compilation du code D, c'est fait aussi en userland. Donc le code D va être transformé en bytecode qui va être vérifié après par le kernel. Le kernel n'exécute pas non plus du bytecode de D sans le vérifier. C'est un peu le même principe que le Java. Il y a d'abord la compilation en bytecode et ensuite il y a la JVM qui valide le bytecode au moment de son exécution. C'est un peu ce qui est fait pour D. C'est aussi le userland bien sûr qui va écrire les différentes infos qui vont être remontées par le kernel. Et c'est aussi le userland
qui va enregistrer toutes les probes du userland auprès du kernel quand c'est défini par des applications userland. Typiquement, Python, il faut bien à un moment donné qu'il y ait un dialogue entre Python et le kernel pour que le kernel puisse gérer les probes qui sont dans le processus Python. Donc, on va voir un peu comment fonctionnent les probes statiques. Les probes statiques, c'est celles qui sont définies à la compilation. Ce sont des probes qui sont définies par le développeur, contrairement à celles que vous allez pouvoir placer à n'importe quel endroit du kernel ou du userland. Cette fois-ci, c'est le développeur, au moment où il développe son application, il se dit ce serait pratique quand même que je puisse utiliser des traces pour avoir des infos de performance ou de fonctionnement de mon processus. Donc il va mettre lui-même dans son code des probes qui vont être accessibles depuis des traces. Comment ça fonctionne? C'est fait à la compilation, bien sûr. C'est sauvegardé dans une section du Mako, donc DOF pour le userland, SDT pour le kernel, bon, peu importe. Et comment ça marche? C'est qu'à l'endroit où vous allez placer une probe, à la compilation, ça va vous mettre un NOP. Et quand vous allez activer cette probe, ce NOP va être remplacé par un trap qui va être une INT3 typiquement en x86, sinon un break en ARM, etc., qui va pouvoir être catché par le kernel quand il va être exécuté. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'overhead quand cette probe n'est pas activée, vu que vous avez juste un NOP qui est exécuté. Bien sûr, si vous avez passé des arguments à votre probe, ces arguments par contre vont être calculés à chaque fois que vous allez exécuter le code, même s'il n'est pas utilisé, même si cet argument n'est pas utilisé, il va quand même être préparé pour qu'il soit prêt si jamais vous remplacez le NOP par un INT3. Si jamais le calcul de ces arguments est coûteux, vous avez le moyen dans votre code de vérifier si la probe est activée ou non pour ne pas avoir à calculer ces arguments à chaque fois. Donc, petit exemple. Il y a du code, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez que la probe est définie dans un fichier probe ici en quelques lignes. Et ça va vous le compiler avec l'utilitaire des traces. Et derrière, dans votre code C, vous avez juste à appeler cette macro pour définir une probe, pour utiliser votre probe. Par exemple, parce que en tant que développeur, j'aimerais bien savoir quelle est la valeur de i au moment où mon programme s'exécute. Si je compile ça, dans IDA, qu'est-ce qu'on voit? Je ne vous ai pas menti, hein. Y a juste un NOP ici qui est mis en place. Sinon, la quasi-totalité du code, elle correspond au code normal de l'application. C'est juste un petit NOP en plus et le EDI ici qui est mis à la bonne valeur pour que la probe ici du NOP soit capable d'avoir la valeur du compteur au moment où la probe sera activée. Si maintenant vous lancez votre programme d'exemple, que vous l'attachez avec des traces, déjà vous pouvez lister quelles sont les probes qui sont activées avec le petit -L là. Vous vous attachez à la probe et vous printez l'argument qui est passé à la probe et on voit bien notre petit compteur qui s'incrémente toutes les secondes. Si on regarde ce qui se passe dans les LDB, on voit bien que le NOP a été remplacé par une INT3 qui va être catchée par le kernel au moment de l'exécution. Bon, fantastique. Mais bon, je vous avais promis un truc qui fonctionne sur un kernel de prod, enfin sur des applis de prod et sans recompilation. Et je viens de vous parler de static probe qui sont mises dans le code. Donc maintenant, on va parler des probes dynamiques. Comment ça fonctionne, les probes dynamiques? Ça peut être mis à n'importe quelle adresse de n'importe quel programme, même qui n'a pas été prévu pour fonctionner avec des traces. Et comment ça marche? Le kernel va mettre une INT3 à n'importe quel endroit du programme. Ils vont utiliser les symboles qui sont accessibles d'une manière ou d'une autre pour retrouver les adresses. Alors pas forcément les symboles de debug, hein. Il n'y a pas forcément besoin que l'appli soit compilée en mode de debug. Il y a pas mal de symboles qui peuvent être utilisés. Typiquement, si une fonction est exportée, il y a bien son nom qui est stocké quelque part, et ça peut être utilisé par des traces pour retrouver son adresse dans le code. Le code original est patché, donc il est remplacé par une INT3. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si vous n'utilisez pas des traces, pour le coup, vous avez vraiment zéro différence de perf par rapport au programme original, vu qu'il n'y a pas de différence avec le programme original. Par contre, le fait de mettre des probes comme ça dans des programmes
sans que ça ait été prévu au départ par le développeur, ça pose quelques problèmes. Tout d'abord, il y a certains symboles qui risquent de ne pas être accessibles. Typiquement, si la fonction que vous voulez targeter, elle a été inlinée, ou dans plusieurs autres fonctions, c'est le kernel et l'userland ne vont pas être capables de retrouver son adresse dans le processus. De la même façon, si vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait récupérer des informations au retour de la fonction, retrouver l'adresse de retour d'une fonction, ce n'est pas un problème qui est trivial non plus, pour plein de raisons qu'on verra tout à l'heure. Puis il y a plein de choses à gérer, notamment comment vous faites quand vous avez atteint une INT3 pour restaurer le code original, mais en même temps ne pas louper un autre thread qui voudrait exécuter le même code au même moment. Donc il y a plein de petits problèmes comme ça qui ont dû être gérés. Donc concernant le fait qu'il n'y ait pas de symbole ou que les fonctions soient inlinées, il n'y a pas de vraie solution. Hein. Ici, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de symbole. Et des traces, ce n'est pas si magique que ça. Ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'il est possible en userland de mettre une probe à une adresse arbitraire en disant à des traces, bon écoute, moi je sais ce que je fais, à cette adresse-là, je veux mettre une probe, et des traces, il obéit, il met une probe à une adresse arbitraire, et vous pouvez comme ça inspecter n'importe quel processus à n'importe quelle adresse avec des traces. C'est cependant impossible en kernel pour des raisons techniques qu'on verra un peu après. Concernant les races, je vous ai dit tout à l'heure, comment on fait pour restaurer le code, parce qu'on était obligé de le patcher pour récupérer, pour pouvoir placer un breakpoint en fait qui va être récupéré par le kernel. Et c'est pas si simple que ça, parce qu'on ne veut pas non plus rater, de la même façon que quand on met un breakpoint sur une fonction d'un processus dans lequel il y a plusieurs threads qui tournent, quand on atteint le breakpoint, on veut pouvoir le disable pour pouvoir passer à l'instruction d'après, mais en même temps, on n'a pas envie que de se faire race par un autre thread qui passerait par ce même endroit et qui raterait le breakpoint. Donc généralement, comment c'est fait ça en userland dans les débuggers? C'est assez complexe. Quand il y a un breakpoint qui est atteint, le débugger suspend tous les threads du processus sauf celui qui a atteint le breakpoint. Il restaure l'instruction originale. Il arme le trap flag pour qu'il y ait une exception qui soit levée à la prochaine instruction. Il résume l'exécution du seul thread qui a tapé dans le breakpoint. Le thread exécute l'instruction sur laquelle il y avait le breakpoint. Ça lève une exception parce qu'il y avait le trap flag d'activer. Ça retourne en kernel. Ça redescend dans le débugger. Le débugger remet l'INT3, résume tous les autres threads, et voilà. Donc tout ça, c'est très coûteux, parce qu'il y a plein d'allers-retours, kernel, user, il y a plusieurs interruptions qui sont faites, etc. Donc comment c'est géré dans des traces qui se veut performant? Tout simplement, le code n'est pas restauré. Ce qui se passe, c'est que pour faire ça le plus rapidement possible, si c'est possible, si l'instruction sur laquelle la probe a été placée est suffisamment simple, elle est directement émulée en kernel. Par exemple, typiquement, les probes, on les met en début de fonction. Les fonctions, ça commence souvent par push EBP. Émuler push EBP, c'est pas très compliqué. On ajoute 4 à ESP et on place dans ESP la valeur de EBP courante et on résume l'exécution. Et comme ça, il y a juste un aller-retour dans le kernel qui est fait pour chaque probe. Si l'instruction n'est pas gérée par le kernel, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est possible aussi. Ce qu'il fait, c'est qu'il reloge l'instruction qui était initialement présente dans une page mémoire qui a été allouée spécifiquement par des traces dans le processus, un scratch buffer qui sont spécifiques pour chaque thread de manière à éviter les races, et il redirige l'exécution dessus. Ce qui se passe en kernel land, c'est à peu près la même chose, seulement ils font que de l'émulation. Et ils supportent vraiment que un très petit nombre d'instructions, notamment celles qui sont les prologues et les épilogues. C'est ça qui explique qu'il ne soit pas possible de mettre des probes à des adresses arbitraires dans le kernel, parce que le kernel n'est pas capable d'émuler toutes les instructions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette limitation technique? Je vous ai dit qu'en userland, il utilisait un scratch buffer, donc un petit bout de mémoire dans lequel il va mettre l'instruction qu'il a dû patcher pour mettre sa probe.
Seulement en kernel, les probes elles peuvent être mises n'importe où dans le fonctionnement du kernel, y compris dans des endroits qui sont très sensibles, typiquement dans les fonctions d'allocation de mémoire. Et si vous mettez une probe dans une fonction d'allocation de mémoire et que dans la gestion de la probe, vous avez besoin d'allouer de la mémoire pour mettre l'instruction originale, vous allez avoir un problème de deadlock, etc. Donc c'est pour ça qu'en kernel-land, il s'autorise que l'émulation des instructions et non pas la relocation des instructions dans la mémoire allouée. C'est parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'allouer de la mémoire de manière 100% safe au moment où l'exécution de la probe a été traitée. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais j'espère quand même. Reloger des instructions, c'est pas si facile. Et je vous ai mis un petit extrait parce qu'il m'a fait rire quand je suis tombé dessus. C'est les développeurs de Détrace qui ragent contre l'architecture x86 64 bits parce que en fait, en x86, il y a très peu d'instructions qui ont besoin d'être relogées. Il y a juste les sauts qui sont RIP relatives. Sinon, à part ça, il n'y a aucune autre instruction qui est relative à son adresse. Donc c'est très simple, on copie-colle l'instruction et c'est fini. Alors qu'en 64 bits, il y a eu l'introduction des instructions qui sont relatives à leur adresse courante. Et donc ça a demandé de gérer beaucoup plus de cas. Et donc ils disent dans ce commentaire qu'ils ne peuvent voir ça que comme une attaque contre Détrace et ses développeurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'adresse de retour des fonctions. Les symboles, c'est très bien, déjà quand ils existent. Mais généralement, ils vous filent juste l'adresse de début de la fonction, parfois sa taille, mais ils ne vous donnent jamais les adresses des instructions de retour dans la fonction. Et surtout, parfois il y en a une, mais parfois il y en a plusieurs. Il peut y avoir un retour au milieu de la fonction. En plus de ça, parfois, à cause d'optimisation du compilateur, il n'y a même pas d'instruction de retour, parce qu'il y a une tail call optimisation, et au lieu d'avoir une instruction return, ça va directement jumper sur la fonction de fin d'exécution du processus. Donc, sur la fonction qui est appelée à la fin de la fonction. Voilà, plutôt. Donc, comment il se débrouille, ce pauvre Détrace ? Il fait ce qu'il peut, et il essaye de le faire proprement, mais c'est compliqué pour lui. Donc déjà, il va essayer de désassembler toute la fonction, en étant très prudent, parce qu'il a très peur de se tromper dans son désassemblage et de se retrouver à mettre des probes à des endroits où il n'y a pas des instructions, mais de la donnée, parce que parfois, il y a les données qui sont mélangées avec le code dans l'assembleur, parce que vous avez des jump tables, parce que parfois vous avez même des strings qui sont directement dans la section texte. Donc il désassemble, il a plein de petites heuristiques pour essayer de détecter s'il ne fait pas des choses dangereuses. Et si tout va bien, s'il trouve une instruction de retour, il considère et qu'il est suffisamment sûr de ce qu'il fait, et ben il considère qu'il a raison et il vous file les infos. Et ce qui se passait tout à l'heure sur la fonction de malloc dans LaunchD, c'est que c'est typiquement un moment où l'analyse de Détrace se foire et pense avoir trouvé la fin d'une fonction, alors que ce n'est pas du tout la fin d'une fonction, ça jump ça va juste exécuter une fonction intermédiaire. Mais lui, pour des raisons d'optimisation, ça va utiliser un jump et pas un call, et ça perd son analyse, et il vous met une probe à l'endroit où il pense que c'est la fin de l'exécution la fin de la fonction malloc, alors que ce n'est pas du tout la fin de la fonction de malloc. Si vous êtes intéressé sur les différents heuristiques qui sont dans les fonctions que je vous ai mis ici. Il va falloir que je me dépêche, hein, sinon vous allez avoir faim. Alors pour ça, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire ? Ils ont besoin de désassembler. Et encore une fois, je vous ai mis une petite quote des développeurs, parce que de désassembler du x86, c'est pas simple. Et là, ils parlent d'horreurs qu'ils ont vues dans le traitement des instructions SIMD, ceux qui traitent des flottants dans Intel. Autre spécificité de Détrace, c'est que, et qui est très pratique, c'est que Détrace est capable de comprendre tous les types C habituels. Donc tout ce qui est structure, union, etc. Vous pouvez les manipuler dans votre code D. C'est très pratique pour aller voir ce qui se passe dans tel ou tel... qu'est-ce qu'il y a comme valeur à tel ou tel endroit d'une structure kernel ou d'une structure user, etc. Et ce qu'il y a d'encore mieux, c'est que toutes les structures
et tous les arguments des fonctions du kernel ont leur information de type qui sont directement stockées dans le kernel, et ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser ces informations de type dans vos codes D. Donc une image vaut plus qu'un discours. Je vous mets encore un peu de code D, hein. Désolé. Mais là, on voit qu'on met une probe. FBT, c'est le provider qui permet de mettre un hook sur n'importe quelle fonction du kernel, pour peu qu'on ait son symbole. Ben là, on voit qu'on prend la fonction read, c'est le syscall read. Hein. J'aurais pu utiliser le provider syscall d'ailleurs, plutôt que le provider qui met des hooks. Mais là, c'est pour l'exemple. On se met à l'entrée de la fonction read. On sait que le premier argument de tous les syscalls, en tout cas dans XNU, c'est la structure proc du processus qui vient d'appeler le syscall. Et en une ligne, là, on peut afficher directement le PID du processus et toute la structure des creds POSIX en deux lignes. Et tout ça, c'est affiché joliment, encore une fois, par des traces, ce qui est très pratique. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est que toutes les structures, même non documentées par Apple, et même celles qui ne sont pas forcément dans du code qui est release par Apple, sont quand même dans les informations de type qui sont shippées avec les kernels XNU. Donc, et ces informations, on peut les extraire avec un petit outil, c'était fdump. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir toutes les informations de toutes les structures et de tous les arguments des fonctions qui sont dans les kernels XNU, même si Apple n'a pas encore réalisé les sources. Donc, typiquement, là, ces temps-ci, ils réalisent les sources XNU assez régulièrement. Mais il y a quelques mois, ce n'était pas le cas. Il fallait attendre parfois un an avant qu'ils daignent réaliser les sources d'XNU. Bon, j'ai essayé de vous vendre des traces comme j'ai pu. J'espère vous avoir passionné d'ailleurs. Mais il y a quelques limitations néanmoins. Des traces, ça fonctionne que avec l'utilisateur root, ce qui est compréhensible. Hein, ça va quand même aller taper dans le kernel, etc. Ça peut aller taper dans tous les processus. Donc bien évidemment, ce n'est utilisable que par l'utilisateur root. Le gros problème, entre guillemets, des traces sur macOS, c'est que c'est restreint si SIP est activé. Et vous avez intérêt à activer SIP sur vos MacBooks, hein, sinon vous êtes gravement vulnérable. Donc il faut d'abord désactiver au moins certaines features de SIP pour avoir accès à la plupart des fonctionnalités intéressantes de Dtrace. Bon, c'est pas grave, vous le faites dans une VM, hein. Ça marche bien aussi. Et les accès kernel sont assez restreints. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas mettre une probe à une adresse arbitraire. On n'a pas d'accès read-write sur les registres. On n'a pas non plus la capacité de décrire la mémoire du kernel. Tout ça, c'est des limitations qui sont voulues par les développeurs de Dtrace, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on fasse tout péter dans les kernels en prod. Mais quand on est reverser ou qu'on cherche des vulnes, c'est quand même sympa de pouvoir faire du read-write un peu où on veut, surtout de mettre des probes là où on veut. Ce qui est un peu pénible aussi, c'est qu'il est possible d'empêcher l'utilisation de Dtrace pour un processus. C'est notamment utilisé par tous les processus qui font de la gestion de DRM dans Apple. Il suffit de faire un call ptrace pt deny attach et Dtrace sera plus capable, enfin refusera plutôt, parce qu'il est toujours capable en vrai, hein, il est dans le kernel, il fait ce qu'il veut, mais il refusera d'aller instrumenter les processus qui ont appelé pt deny attach. Et enfin, le plus gros problème de Dtrace, c'est le D, le fait qu'il n'y ait pas de loop ni de if, ça rend dès qu'on doit faire des choses un peu compliquées, ça devient compliqué. Parce que sans loop et sans if, on est vite limité, quoi. On sent que c'est un peu le problème de Dtrace, c'est que ça permet de faire des choses très rapidement et de manière très efficace, mais dès qu'il s'agit de faire des choses un peu plus complexes, on est assez vite restreint. Et enfin, le dernier problème, qui est plus dû aux développeurs, c'est que la plupart des probes ne sont pas très bien documentées. Mais heureusement, la plupart du temps, il y a les sources, donc il suffit de lire les sources. Hein. Notamment tout ce qui est argument accessible depuis les probes, c'est pas quelque chose qui est souvent très simple à connaître. J'essaie de me dépêcher, bon, ça va le faire. Maintenant, si vous êtes plutôt du côté de défense, enfin si vous écrivez des crackme ou si vous écrivez des implants qui ne doivent pas être facilement inspectés,
vous pouvez avoir envie de détecter des traces. Le problème, c'est que je vous ai dit, des traces, il est dans le kernel, il n'est pas si simple que ça à détecter. Je vous ai parlé tout à l'heure de PT deny attach, mais en fait, c'est très simple à bypasser hein, avec un read-write kernel. Il suffit de patcher un flag dans la structure proc et vous enlevez ce flag qui dit que vous n'avez pas le droit de vous attacher et des traces sera capable de s'attacher sur votre processus. La plupart des tricks anti-debug classiques vont fonctionner, notamment tout simplement checker l'intégrité du code, des traces pour mettre des probes et remplace votre code par des INT3. Donc si vous êtes capable, si vous faites un check de l'intégrité de votre code dynamiquement, bien sûr, pas sur le disque, vous allez être capable de détecter le fait que des traces a mis des probes dans votre processus. Vous pouvez aussi détecter des INT3 sur les entrées des API que vous souhaitez protéger. Je ne sais pas, moi, si vous voulez lire un fichier et que vous dites c'est là que je stocke ma licence, c'est probablement là qu'un reverser va aller utiliser des traces pour retrouver ma procédure de licensing. Si vous voyez qu'il y a une INT3 à l'entrée de la procédure read, c'est qu'il y a forcément des traces ou un debugger qui est attaché sur votre target. Et enfin, vous pouvez tout simplement timer l'exécution des fonctions sensibles. Ça marche forcément toujours, parce que des traces, il a beau être rapide, s'il y a beaucoup de probes, et parce qu'il est par exemple possible de mettre une probe sur chaque instruction d'une fonction, bon, forcément, mécaniquement, ça va ralentir l'exécution du processus. Pareil, si vous avez un gros code des traces qui fait beaucoup de choses, ça va ralentir l'exécution du processus. Et donc, en timant l'exécution des fonctions sensibles, vous allez pouvoir éventuellement détecter qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans votre processus. Et enfin, une méthode des traces spécifique pour le détecter. Je vous ai dit tout à l'heure que des traces utilisaient des pages mémoire en RWX pour mettre les instructions relogées dans la mémoire du processus pour chaque thread. Ça, vous pouvez le détecter en fait. Dans un programme normal, il n'y a aucune raison qu'il y ait des pages exécutables qui ne correspondent à aucun module dans votre processus. S'il y en a, c'est très probablement que vous avez des traces qui sont attachées sur votre processus et vous pouvez le détecter et décider de cracher ou faire ce que vous voulez. Bon, je vais vous garder encore une petite minute, allez. En conclusion, des traces, c'est un tool qui est plutôt très puissant, surtout pour débugger les problèmes de performance, mais pas que. Et c'est un outil qui, je trouve, est sous-utilisé, alors que il est quand même, il n'est pas déconnant. S'il y a autant de personnes qui ont décidé de l'inclure dans leur système d'exploitation, c'est que ça fonctionne bien en fait. Et effectivement, ça fonctionne bien. Ça permet de faire des choses très rapidement que vous pourriez faire avec aucun tool, ou alors qui vous demanderait beaucoup plus d'efforts à faire avec un autre tool. Certes, ça peut être un peu frustrant d'utiliser le D et d'être confronté aux limitations des traces, notamment. Le plus frustrant, c'est quand vous voulez mettre une probe sur une fonction kernel et que elle a été inlinée et que tant pis, hein, vous l'avez dans l'os. Ou que vous voulez lire et écrire des choses, enfin, vous voulez modifier, ce serait pratique de modifier la mémoire kernel, vous pouvez pas, tant pis. Le truc, c'est que des traces, ça a été prévu dès le départ pour être modulaire. Le fait de créer des nouveaux providers, etc., c'est quelque chose qui est prévu pour dès le départ. Donc pourquoi pas essayer d'étendre des traces pour justement rajouter des fonctionnalités manquantes dans des traces. Peut-être une presse à stack l'année prochaine si les retours sont pas trop négatifs sur celle-ci. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez faim, je vous en voudrais pas. Et voilà. N'hésitez pas à venir me parler aussi ce midi ou ce soir.